Dans l'actualité ce soir, la qualité des services de téléphonie mobile au Burkina Faso, remise en cause par un rapport parlementaire. Les députés qui ont enquêté sur les services offerts par les téléphonies mobiles révèlent de graves dysfonctionnements du système au Burkina Faso, coûts élevés des appels, coûts élevés de l'Internet, taxes et impôts prélevés en deçà de la réalité. Le rapport vient d'être présenté à l'Assemblée nationale. Des détails à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, le miel à l'honneur au Burkina Faso, un salon dédié à l'apiculture vient de s'ouvrir ce matin. Entre dégustation et exposition de produits dérivés, les acteurs souhaitent la modernisation de la filière, mais c'est surtout la certification du miel burkinabé qui sera la victoire de ces journées. Et dans ce journal, la zone frontalière de Koualou entre le Burkina et le Bénin, une zone de non-droit, assurément pas pour ces deux pays qui se disputent la propriété et qui souhaitent assurer aussi la sécurité des populations. Le différend est porté devant les juridictions internationales et on attend impatiemment le règlement, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, le site granitique de Lango à l'honneur, 72 heures pour accroître le taux de visite. Plusieurs activités sont au programme et on en parle dans cette édition. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, au carnet d'audience du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré a reçu ce matin deux personnalités. Donc, ce 17 décembre au palais de Kosiam, il s'agit du commandant de la force Barkhane qui est venu faire le point des opérations des luttes contre le terrorisme dans le Sahel. Mais un peu plus tôt, le président du Faso s'est entretenu avec un envoyé spécial du président du Ghana, Nana Akufo, venu transmettre les félicitations du président Akufo au président Roch-Marc Christian Kaboré suite à sa réélection à l'issue du double scrutin présidentiel du 22 novembre dernier. On fait le point avec Vincent Tiendrebego. Avec le président du Faso, le commandant de la force Barkhane fait le point des opérations militaires françaises dans le Sahel et de la coopération entre Barkhane et les autres forces en présence dans la lutte contre le terrorisme dans la même région. J'ai pu lui exposer les dernières opérations que la force Barkhane avait conduites avec les forces armées maliennes, avec les forces armées nigériennes, avec les forces armées burkinabées. On a pu faire un peu le point de ces opérations, quels sont les enseignements que nous en retirons. Et puis à partir justement des opérations qui ont été conduites, j'ai pu lui présenter quelles étaient les suivantes que tous ensemble nous étions en train de planifier et d'organiser pour les mois futurs. Et puis les félicitations du président de la République du Ghana exprimées de vive voix au président du Faso par un émissaire au palais de Kosiam. L'envoyé spécial du président Nana Akufo-Addo a aussi parlé de coopération, surtout en matière de commerce. Le président nous a expédié pour venir d'abord transmettre ses félicitations au président Kaboré pour son élection brillante aux élections présidentielles. Ensuite, il nous a chargé de discuter avec le président les voies et moyens par lesquels les deux pays pourraient se concerter pour l'unification de notre continent, surtout dans le domaine du commerce. Le Ghana et le Burkina Faso entretiennent des relations étroites, l'un de leurs projets communs étant la construction d'une voie ferrée entre Ouagadougou et Accra, envisagée par les deux chefs d'État, tous deux nouvellement réélus. Et avant de poursuivre, attention à la maladie à coronavirus qui connaît un regain au Burkina Faso à la date du 15 décembre 2020. Selon le service d'information du gouvernement, la situation de la maladie connaît toujours une percée de cas de contamination. 149 nouveaux cas, tous des transmissions communautaires, portant à 1288 les cas actifs dans le pays. Le gouvernement appelle donc au port obligatoire du masque ou au cache-nez dans l'espace public et un geste barrière qui permet de se protéger et de protéger les autres de la maladie à coronavirus, encore appelée Covid-19.
Dans l'actualité ce soir, les députés prennent connaissance du rapport de l'enquête parlementaire sur le système de la téléphonie mobile au Burkina Faso. L'enquête révèle de graves dysfonctionnements du système dans le pays. Coût de l'appel élevé, coût élevé également de la connexion Internet et pire, qualité médiocre des services offerts par les trois opérateurs que sont Telmob, Orange et Télécel. L'enquête fait connaître également que les taxes et impôts prélevés dans le secteur sont en deçà de la réalité. Explication Salif Belem, Draman Guéné. L'Internet et les appels téléphoniques sont trop chers au Burkina. Sur la question, les députés sont unanimes, confortés dans leur position par les résultats de l'enquête parlementaire sur le système de téléphonie mobile. À la restitution de l'enquête, 3 ministres venus répondre à la centaine de questions posées par les députés et à l'indignation du président de l'Assemblée nationale. On se trouve dans une situation où on ne peut pas communiquer, tu commences à communiquer ou tu lances un coup de fil pour appeler Paul, après c'est Marie qui répond. Ou en tout temps, tu entends Paul et Marie qui parlent à la fois sur ton téléphone et on dit que c'est moi qui paye pour la communication et qui suis en base de cette mauvaise qualité. Oh, non, là, il faut qu'on se respecte un peu. Même si on n'a pas les moyens de voyager, par occasion, à travers certaines missions, on est allé dans certains pays où ces mêmes sociétés sont installées. Mais la qualité de la communication n'a rien à voir avec celle du Burkina Faso. Nous avons constaté qu'il y a une très mauvaise qualité des communications et l'État s'est mis à investir. Et le fonds du service universel s'est composé de 2% du chiffre d'affaires des opérateurs. Et ces fonds n'étaient pas exploités jusqu'en 2017. En août 2017, août-septembre 2017, le gouvernement a adopté une stratégie pour pouvoir utiliser ce fonds. Et qu'est-ce qui a été fait? Rapidement, c'était dans le but de permettre le lancement du projet Backbone national des télécommunications. L'enquête révèle aussi la qualité médiocre du service rendu par les 3 opérateurs de téléphonie mobile. Mieux, le Burkina était un des pays dans la sous-région à être le premier à avoir la téléphonie mobile. Certains sont venus par la suite. Non seulement la qualité, mais le coût de la communication est moindre et la qualité est meilleure par rapport au Burkina. Nous sommes dans la fourchette des prix appliqués dans la sous-région. C'est vrai, quand on se déplace, on va dans les autres pays à côté. Eux aussi, ils se plaignent de la cherté des communications électroniques. 325 milliards de francs CFA, c'est le cumul des chiffres d'affaires déclarés par les 3 opérateurs de téléphonie mobile. Les députés doutent de la sincérité des déclarations et appellent l'ARCEP à se doter de moyens efficaces de contrôle. Une trentaine de recommandations sont faites afin d'augmenter les recettes publiques dans le secteur, estimées à un peu plus de 30 milliards l'an. En santé, la Fondation Kimi poursuit son plaidoyer contre le cancer du col de l'utérus au Burkina Faso. Ce matin, sa présidente a rencontré les décideurs politiques et des parlementaires, mais aussi des élus municipaux. Il s'est agi pour Sika Kaboré de solliciter davantage leur soutien à la Fondation. Nathalie Kaoré. Alarmante, préoccupante ou encore grave, autant de terminologies pour qualifier la situation du cancer du col de l'utérus dans le monde et au Burkina Faso. Chaque année, des centaines de cas sont enregistrés au Burkina concernant cette maladie qui tue et prête au désespoir. Dans le monde, une femme meurt toutes les 2 minutes de cette maladie. Nous devons aujourd'hui faire face au cancer. Cet ennemi redoutable qui nuit gravement à la plus grande richesse du Burkina, son capital humain. Le cancer tue chez nous plus que le Covid. À titre illustratif, 2 984 027 femmes ont été dépistées en 2017 du cancer du col de l'utérus. En 2016, le Burkina Faso a décidé de la gratuité du dépistage et de la prise en charge du cancer du col de l'utérus. Mais il y a encore du chemin à faire, puisque malgré cette gratuité, la couverture sanitaire pour la prise en charge de ce type de cancer est d'environ 1,75%.
Pour Sika Kaboré, seuls les décideurs politiques et les élus nationaux et locaux pourront faire bouger les lignes et faire de cette gratuité une réalité. Nous souhaitons que la prévention et la lutte contre le cancer en général, le cancer du col de l'utérus en particulier, soient inscrites au rang des priorités nationales et traitées comme n'étant pas un problème du seul ministère de la Santé. Comment offrir toutes ces chances de succès à la gratuité du dépistage sans un plan de communication à l'échelle qui touche les individus jusqu'au plus petit recoin du Burkina? Comment garantir l'exercice du droit de la femme à cette gratuité si nos élus au sein de la représentation nationale comme au sein des municipalités en ignorent les contours et ne s'impliquent pas dans sa mise en œuvre? Cette rencontre de plaidoyer est organisée en collaboration avec Médecins du Monde. Son représentant réaffirme ici l'engagement de cette ONG auprès de la Fondation Kimi pour gagner la victoire dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus au Burkina Faso. Comment amener les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire à veiller à ce que nos aliments soient sans danger? La question est au centre d'un colloque international qui s'est ouvert ce 17 décembre à Ouagadougou. Le but étant de mettre en avant le rôle de la recherche dans le développement. Car si les individus n'ont pas accès à une nourriture saine du fait de leur pauvreté, le développement peut s'en trouver paralysé. Des détails avec Sébastien Zongo. La problématique de la qualité des aliments qui arrivent dans nos assiettes est au centre des réflexions à travers le thème « La sécurité sanitaire des aliments pour une alimentation saine et un développement durable en Afrique ». L'activité est soutenue par les ministères en charge de la santé, du commerce et de la recherche scientifique. Au-delà même des conséquences sur la santé physique et psychique, ça impacte même le développement parce que ça impacte sur la productivité. Parce que si on est malade, on ne peut pas produire. Ça impacte aussi sur les finances. Donc sur le plan du développement, sur le plan économique, c'est très important que nous ayons donc des aliments sécurisés. Le colloque international de Ouagadougou sur la sécurité sanitaire des aliments, en plénière ou en commission, les spécialistes d'Afrique et d'Europe vont aussi intervenir par visioconférence. On dit souvent que les universités font la recherche et ils restent dans leur laboratoire ou ils restent dans leur université. Donc nous, on a voulu donner en tout cas quel est le rôle des chercheurs dans le développement. C'est ce qu'on appelle en fait le rôle sociétal de nos laboratoires ou de nos centres de recherche. Le thème principal est décliné en 3 sous-questions. Quel lien entre les contaminants alimentaires et la santé? Comment faire pour que les aliments produits soient suffisamment sains pour la consommation humaine? Ou encore, quel rôle des acteurs et de la chaîne de production dans la sécurité des aliments? Depuis la production, la transformation et la consommation, tout le monde doit faire attention à ce qu'on fait pour soi et à ce qu'on fait aussi pour les autres. Pour notre santé à tous, nous devons beaucoup réfléchir avant de manger. Il ne faut pas manger parce qu'il y a à manger, il faut manger ce qui est à manger. Le CISA, colloque international sur la sécurité sanitaire des aliments, se tient du 17 au 19 décembre 2020 à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Et dans ce sens, le miel est un aliment essentiel et l'apiculture donc est à l'honneur ce jeudi à Ouagadougou avec le premier salon national du miel. Entre dégustation et exposition de produits dérivés, les acteurs du domaine souhaitent une modernisation du secteur apicole, surtout dans un contexte de résilience. Ramandadian. Salon national du miel première édition. Du miel et ses produits dérivés à voir dans ces stands 72 heures durant. C'est là que les acteurs ont pris leur quartier pour une exposition vente et des rencontres B2B avec les acheteurs. Cela représente pour nous, les acteurs des chaînes de valeur de la filière apicole, une bataille que collectivement, avec tous les partenaires publics et privés, nous avons remportée. Des opportunités d'affaires voulues par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso pour booster la filière miel avec l'accompagnement du PACAO, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. La certification, une exigence du marché international. Nous avons fait certifier un certain nombre de produits du miel né du Burkina Faso et nous sommes en train de lancer le projet 1000 produits certifiés
pour faire en sorte que 1000 produits burkinabés soient certifiés à l'horizon 2023, rendez-vous de l'industrialisation de Burkina Faso. Le Burkina produit en moyenne 1000 tonnes de miel par an et d'autres produits dérivés de la ruche, soit près de 3 milliards de francs CFA de revenus aux acteurs. Des acteurs qui, à travers le département en charge des ressources animales, commémorent en différé la journée mondiale de l'abeille. Donc c'est pour attirer l'attention de tous sur le rôle clé que jouent les pollinisateurs et principalement les abeilles dans le développement durable et également sensibiliser les acteurs sur les menaces auxquelles ces pollinisateurs hors pair sont confrontés, que les Nations Unies ont décidé de consacrer le 20 mai Journée mondiale des abeilles. L'utilisation des pesticides et herbicides est nuisible aux abeilles. Il faut à tout prix les protéger au risque de voir sombrer le secteur apicole. Autre titre de l'actualité ce soir, les membres du comité mixte de gestion concertée de la zone neutre de Koualou-Kouarou ont tenu cette semaine leur 7e session ordinaire à Faren-Gourma pour plancher sur la gestion de cette zone frontalière entre le Burkina Faso et le Bénin. Durant 2 jours, les travaux, la délégation du Burkina et du Bénin sont parvenus à des propositions devant permettre une meilleure gestion de la zone. Chantal Ouedraogo. Par des signatures et échanges de documents, des autorités du Burkina Faso et de la République du Bénin s'engagent à renforcer la sécurité et l'amélioration des conditions de vie des communautés burkinabées et béninoises vivant dans la zone litigieuse de Kourou-Koualou. L'un des défis majeurs, c'est la sécurisation de la zone. Nos frontières sont poreuses et quand encore on a un petit conflit sur la zone, ça peut se transformer en zone de non-droit. Et pour ce faire, le COMGEC s'est réuni rapidement pour que nous relevons le niveau de sécurité dans cette zone-là. L'engagement des 2 États est total. Du coup, nous allons vraiment atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire la sécurisation de la zone. C'est une zone neutre, mais il faut fournir à nos concitoyens qui sont là les services sociaux de base. Il faut qu'ils se sentent comme les citoyens à Fada ou à Natitengo. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cette session. À l'endroit du COMGEC, assurer la permanence et le renforcement des échanges sur toutes les questions concernant la zone. Tenir régulièrement 2 sessions par an. Poursuivre le plaidoyer conjoint pour la mise en place effective du fonds commun auprès des ministres en charge des frontières de chaque pays. Faciliter de manière concertée la réalisation des infrastructures socio-communautaires dans la zone. À l'endroit des 2 États, faire diligence dans la procédure de saisine de la Cour internationale de justice pour le règlement définitif des contentieux juridiques frontaliers. Construire un poste mixte et intégré de sécurité. La 7e session du COMGEC s'est tenue avec l'accompagnement de la Commission nationale des frontières et le soutien financier de l'Organisation mondiale des migrations OIM. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a procédé ce matin à la pose de la première pierre du centre d'excellence de l'Institut des hautes études internationales. C'était donc ce jeudi 17 décembre à Lumbila, à la périphérie de Ouagadougou. Estimé à plus de 450 millions de francs CFA, la construction et l'équipement du bâtiment de type R+1, l'une des infrastructures du centre devrait permettre de perfectionner et de renforcer les capacités des cadres de la diplomatie burkinabé. Ernest Kambiré. Dans très exactement 10 mois, un bâtiment de type R+1 sortira de terre ici pour faire office de centre d'excellence de l'Institut des hautes études internationales, la structure nationale de référence en matière de formation diplomatique de haut niveau. Le centre dont la pose, la première pierre intervient ici, entend renforcer dès son ouverture le potentiel de la diplomatie burkinabé autour des centres d'intérêt comme la politique du bon voisinage, le dialogue interculturel, la solidarité, la tolérance, l'amitié, la promotion de la paix, l'intégration régionale, la gestion et le règlement pacifique des conflits. Au regard donc de l'actualité que nous avons ces dernières années en Afrique et surtout dans notre région, la région ouest africaine et la région du Sahel, ce centre d'excellence est le bienvenu et va permettre donc que notre pays aussi ait un centre qui compte au niveau international et au niveau régional.
Première partie d'un ensemble d'infrastructures et d'aménagements à réaliser pour plus de 4 milliards de francs CFA, la construction du centre d'excellence se veut la traduction manifeste de la volonté du gouvernement burkinabé de se doter d'une nouvelle institution de formation et de recherche qui agira en priorité dans les domaines de la diplomatie préventive, l'observation des processus électoraux, la médiation, la négociation, bref, la promotion de pratiques internationales novatrices fondées sur le capital de l'expertise burkinabé. Et puis la première session annuelle du cadre national de concertation des acteurs de l'inclusion financière s'est ouverte ce 17 décembre à Ouaga. Les échanges vont porter principalement sur les défis de la capitalisation des interventions des acteurs du secteur dans l'optique de favoriser une inclusion financière des populations. Olopoda. Pour cette première session, le cadre national de concertation des acteurs de l'inclusion financière se penche sur le thème « Quel défi pour une capitalisation des interventions du secteur ?» Un thème qui, selon le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, permettra de repenser les rôles et les responsabilités des acteurs et jeter les bases d'une meilleure coordination des interventions. Sur le terrain, ces interventions seront orientées en particulier vers le milieu rural où le taux d'inclusion financière reste encore faible. Nous devons développer donc de nouveaux produits, des produits innovants, adaptés surtout donc à ce milieu rural-là et prendre en compte donc les besoins, parce qu'il y a des besoins nouveaux aussi. Vous savez qu'aujourd'hui avec le mobile money, on peut faire beaucoup de choses. L'objectif global de la stratégie nationale de la finance inclusive adoptée en 2019 est d'accroître d'ici à 2023 à 75% la proportion de la population adulte burkinabé ayant accès et utilisant des produits et services financiers abordables et adaptés. Sur la question, le Burkina Faso est sur la bonne voie. En fin 2019, le taux d'inclusion financière est de plus de 70%, contre une moyenne régionale au niveau de l'UEMOA de 60%. Donc nous avons atteint un certain niveau et le gouvernement nous a assigné l'objectif de 75% à l'horizon 2023. Et avec cette concertation et l'engagement fort des partenaires, l'engagement fort des acteurs, nous osons croire que nous allons dépasser largement ce taux qui nous est assigné. Le cadre national de concertation des acteurs de l'inclusion financière est une tribune d'échange entre le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement et les acteurs de l'inclusion financière. Son objectif est de regrouper annuellement tous les acteurs de l'inclusion financière pour échanger sur leurs préoccupations en vue de trouver des solutions consensuelles et efficaces pour la promotion de l'inclusion financière. Comment sont utilisés les fonds miniers pour le développement local au Burkina Faso? La question taraude les membres des commissions techniques chargées d'examiner les documents budgétaires. Depuis ce matin, ils sont réunis à Ziaré et ils vont partager les bonnes pratiques en matière d'utilisation de fonds pour le développement local. Moussa Ouedraogo et Messolage Guigma. 10e du genre de l'année 2020, cette rencontre entre membres de la commission technique interministérielle et de la commission technique régionale met au cœur des débats le fonds minier de développement local, ce qui va leur permettre de se pencher sur les défis et enjeux à relever et relatifs à l'utilisation du dit fonds. Depuis maintenant 3 ans que nous mobilisons des ressources au niveau de ces fonds. Alors il y a plus de 50 milliards qui ont été mobilisés et destinés au financement des plans locaux de développement, prioritairement aux services sociaux de base des collectivités territoriales. Pour cette année 2020, c'est 21 milliards qui ont été mobilisés au 31 juillet 2020 pour les collectivités territoriales. Les échanges vont tourner autour du dispositif qui encadre la collecte, la répartition et l'utilisation du fonds minier. Et ce n'est pas tout. Les difficultés liées à l'utilisation du fonds minier de développement local, les perspectives pour la mise en application effective du nouveau régime financier des collectivités territoriales. Enfin, l'exercice de la tutelle en matière de gestion foncière des collectivités territoriales. Il s'agit également d'harmoniser leur point de vue sur les projets d'investissement à réaliser avec les ressources issues du fonds minier
et de faire des propositions pour sa meilleure utilisation au profit des communautés locales. Économie toujours, la Direction générale de l'économie et de la planification tient sa conférence annuelle 2020 pour réfléchir sur les outils et instruments à même d'assurer à la direction un pilotage efficace de l'économie et du développement. L'objectif étant de permettre une appropriation par les agents de différents outils et instruments de planification produits au sein de la direction. Explication, Vincent Rebéo. Quels outils et instruments pour assurer à la Direction générale de l'économie et de la planification un pilotage efficace de l'économie et du développement? La question fait l'objet de réflexion à la conférence annuelle 2020 de la DGEP. Les participants venus des différents services de la DGEP sont réunis en plénière pour des communications. Objectif, présenter le rapport d'activité de l'année et le programme d'activité de 2021 et ensuite présenter et s'approprier les outils et instruments de planification afin de relever les prochains défis. Cette année, nous nous sommes donné donc en mission d'élaborer ce qu'on a appelé donc le plan stratégique institutionnel de la DGEP. À côté de ce plan stratégique, nous avons élaboré un plan de formation, mais également aussi un plan de communication. Ces trois outils devraient permettre de façon globale à l'ensemble donc de la DGEP de pouvoir assurer au mieux la valorisation de la fonction planification. Les grands défis que la DGEP doit relever sont le renforcement des capacités des agents de la DGEP. Et on a également comment améliorer la visibilité de la direction. La conférence annuelle de la DGEP est un cadre de concertation entre les acteurs concernés pour une meilleure organisation du travail et la recherche de l'efficacité. Cette direction générale qui veille sur l'activité économique nationale a noté un ralentissement des activités dans plusieurs secteurs de l'économie nationale avec un taux de croissance qui est passé de 5,7% en 2019 à seulement 2,1% en 2020. Une situation beaucoup due aux effets de la pandémie de Covid-19. C'est fini pour le programme Voix pour le changement au Burkina Faso, un projet implémenté par l'Organisation néerlandaise de développement durant 5 ans dans le pays. Le programme a pu, au cours de ces années d'exécution, renforcer les capacités de plusieurs organisations de la société civile en matière de plaidoyer, mais aussi de lobbying dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi la résilience et les énergies renouvelables. On fait le point avec Dramandadian. Le programme Voice for Change Partnership, ou encore Voix pour le changement, s'achève sur une note de satisfaction. 5 années durant, 9 organisations de la société civile et leurs alliés ont été outillés en matière de plaidoyer pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers l'agriculture familiale, le développement du pastoralisme et les énergies renouvelables. Nos capacités ont été renforcées sur la communication, sur le leadership, et même sur les autres aspects. Nous, on a vu un plus dans nos actions de plaidoyer. L'Organisation néerlandaise de développement, bras financier du programme, se réjouit des acquis engrangés grâce à la veille citoyenne. Des résultats encourageants font des représentants du gouvernement et du Parlement burkinabé. Tous espèrent une seconde phase du programme. Nous avons invité, bien sûr, les autorités néerlandaises à pouvoir continuer ce programme avec les OSC qui se sont déjà outillés pour qu'il y ait véritablement un ancrage de tous ces acquis-là. Nous continuons également à scruter au niveau de d'autres bailleurs, d'autres donateurs pour voir comment est-ce qu'on peut avoir une seconde phase pour ce programme qui était très intéressant afin de consolider certains acquis. Les organisations de la société civile bénéficiaires du programme Voix pour le changement ont déjà pris ligne avec d'autres OSC. Elles sont dans une dynamique de coalition dans plusieurs secteurs pour continuer le plaidoyer collaboratif en vue d'un développement durable au Burkina. Et avant de poursuivre, sachez que Maimouna Dao et son équipe vous retrouvent à partir de 21h au menu de ce Santé Mag, l'hémodialyse au Burkina Faso. Quelle est la situation de la prise en charge des dialysés au Burkina, les difficultés et perspectives? Rendez-vous donc à 21h pour Santé Mag et c'est sur la RTB. Sécurité routière à présent, un rapport de inspection de l'ONASER
tire sur la sonnette d'alarme. Les accidents parfois mortels sont dus au mauvais état des accotements des routes, mais aussi des ralentisseurs hors normes, entre autres. Le rapport présenté hier à Ouagadougou doit permettre de prendre des décisions qui s'imposent. Sékou Zongo. L'Office national de la sécurité routière, ONASER, veut prévenir les risques d'accidents sur les routes du Burkina Faso. À travers cet atelier, les acteurs de la sécurité routière prennent connaissance et amendent le rapport d'inspection de la sécurité routière sur la route nationale numéro 1 et la route nationale numéro 7. Un document de référence qui va permettre aux décideurs de prendre la mesure de la situation de la sécurité routière et d'en décider. Ce audit a révélé des dysfonctionnements sur les critères qui ont été utilisés, les 7 critères qui ont été utilisés en termes de lisibilité, en termes de visibilité, en termes également des abords de la chaussée qui n'est pas souvent bien aménagée, également au niveau des centres urbains, des panneaux de signalisation qui ne sont pas aux normes ou qui manquent, ou des fois ne permettent pas aux usagers de circuler en toute quiétude. Donc toutes ces anomalies, tous ces dysfonctionnements-là sont détectés et nous permettent d'agir de façon ciblée, de façon efficace. Le diagnostic étant fait, l'ONASER compte désormais sur l'État central et les entreprises en charge des travaux routiers pour mettre en œuvre les recommandations de cette étude. L'étude concerne les routes nationales numéro 1 et numéro 7, mais la dynamique devra concerner toutes les routes du Burkina, à en croire Adama Kouraougou. En tourisme, 72 heures pour promouvoir la destination Burkina Faso à travers le site de sculpture sur granit de Lango. Il s'agit d'accroître le taux de visite et aussi de participer au développement économique de la localité selon le NTB à l'origine de l'initiative. Plusieurs activités sont au programme, dont une rue marchande en plein air dédiée aux produits du terroir, une course cycliste pour susciter la pratique du sport, mais également d'autres activités dont nous parlent ici Jean-Eudes Bayala et Caroline Wari. C'est sous le thème de la cohésion sociale que se mène cette course. Une course qui réunit les 8 villages ayant en partage le site de Laongo et les autres sites touristiques des alentours. Il s'agit d'améliorer la visibilité du site pour permettre à Laongo d'atteindre sa rentabilité maximale. Laongo a déjà atteint un pic de 10 millions de francs par an. Mais le potentiel est inestimable. C'est pour dire que ce n'est pas arrivé. Et là, en 2017, à titre d'exemple, si vous voulez un nombre de personnes qui ont visité le site, on tourne entre 7 000 et 8 000 personnes. Alors que le potentiel, on peut multiplier ça par 5 ou par 10. L'initiative est fortement soutenue par le premier responsable du département en charge du tourisme. Les 72 heures d'Assandanga du site de Laongo participent évidemment de la promotion et de la valorisation de notre riche patrimoine touristique, mais à la fois aussi culturel. Je dois rappeler que Laongo est véritablement un site mondialement reconnu, et donc de ce point de vue, je voudrais inviter l'ensemble des Burkinabés évidemment à venir dans ce site écotouristique avec leurs familles, afin de se récréer, prendre du beau temps et découvrir les belles merveilles que les artistes venus de par le monde sont arrivés à créer sur ce site. Panel sur le tourisme interne et le développement durable, ni culturel et exposition-vente de produits locaux sont au menu de ces 72 heures de promotion du tourisme. Je vous le rappelle, Maïmouna Daou et son équipe vous retrouvent à 21h pour Santé Mag. Au menu de ce Santé Mag, l'hémodialyse au Burkina Faso. Quelle est la situation de la prise en charge des dialysés dans le pays, les difficultés et les perspectives? Rendez-vous donc à 21h et c'est sur la RTB pour Santé Mag. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.